7h01, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Breaking news, le marché de Port-Bouët a brûlé hier. D'importants dégâts sont à signaler cette nuit. Alors, plus d'infos sur nos chaînes et nos supports digitaux. Vous avez là quelques images. Et puis, bon courage à nos soldats du feu qui ont réussi donc tant bien que mal à circonscrire et à maîtriser ce feu. Faites attention aux alentours, éloignez les enfants par rapport à l'inhalation de la fumée. Bon courage. Et c'est sûr que nos équipes vont s'y rendre pour un reportage beaucoup plus détaillé dans nos prochaines éditions. Cela dit, nous, on s'intéresse maintenant au droit, notre thématique programmée pour les mardis. Le thème aujourd'hui, comment rapprocher la justice des justiciables, pour ainsi dire casser les barrières entre les populations et le système judiciaire. Ce sera toute la quintessence de notre échange avec M. Claude Florent Ngolo Daniogo, il est directeur des affaires civiles et pénales avec nous. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Monsieur Daniogo est un magistrat hors pair, il fait partie donc des magistrats qui comptent dans notre pays. C'est à juste titre donc qu'il est à la direction des affaires civiles et pénales. Avec lui, nous allons faire un peu le récapitulatif d'une saison de collaboration, de coopération avec la chancellerie, vraiment qui nous aura donné beaucoup de choses à proposer aux Ivoiriens. Première question, on dit souvent rapprocher la justice du justiciable. Alors, est-ce que l'accès à la justice en Côte d'Ivoire est une réalité? Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour, je réponds par l'affirmative. L'accès à la justice en Côte d'Ivoire est une réalité. Quand vous regardez la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, à son article 6, donc après tout ce qui concerne l'inviolabilité de la vie humaine, il est traité de la question de l'accès à la justice. Cela veut dire que l'accès à la justice est très important et c'est un sujet qui préoccupe tout le peuple du Côte d'Ivoire parce que c'est l'État même qui l'a proclamé. Donc, tous les Ivoiriens, quelle que soit la personne qui se trouve sur le sol ivoirien, il a droit à un libre et égal accès à la justice. Cela est garanti par la Constitution et le rapprochement de la justice est programmé également au dernier alinéa de cet article. Donc, vous comprenez, la justice étant la chose du peuple, la justice étant faite, étant rendue au nom du peuple, il est tout à fait normal qu'aucun citoyen, quel qu'il soit, même celui qui est en difficulté du point de vue de sa santé, a droit à la justice. Même s'il ne peut pas directement initier sa procédure, il peut être représenté par un avocat ou bien par une autre personne, y compris les personnes morales. Donc c'est une réalité que les Ivoiriens vivent au quotidien. Pas seulement les acteurs, mais les Ivoiriens qui vivent cela au quotidien. Justement, sur ce plateau, nous, on est vraiment épris de pragmatisme. Alors, concrètement, l'assistance juridique, comment se manifeste-t-elle? L'assistance juridique, en fait, existe en Côte d'Ivoire. Vous savez, ce n'est pas évident que tout le monde connaisse ce droit. Le droit est une discipline du technicien, de personnes qui ont nécessairement fait l'école du droit. Donc, même si vous prenez quelqu'un qui est diplômé, qui sait en droit, s'il n'a pas fait d'études de droit, il ne peut pas. Il a un problème, il est obligé de s'adresser à un technicien. Or, nous sommes dans un pays où beaucoup de personnes n'ont pas fait de longues études. Et il y a des personnes même qui n'ont pas fait du tout d'études. Alors, comment il faut protéger ces personnes? Donc, la Côte d'Ivoire, notamment le ministère de la Justice, a prévu des mécanismes pour pouvoir permettre à ces personnes de faire valoir leurs droits, de connaître leurs droits. Le premier instrument, c'est les cliniques juridiques. Les cliniques juridiques ont été installées dans 9 villes du pays. Ensuite, il y a des centres d'information juridique. Donc vous verrez qu'il y a des personnes qui animent ces cliniques juridiques, ces centres d'information juridique. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où une population se situe, elle peut aller vers ces cliniques juridiques, ces centres d'information juridique pour soumettre leurs préoccupations et la réponse leur est donnée, l'orientation leur est donnée. Ensuite, il y a au niveau du ministère de la Justice un centre d'appel. Le centre d'appel a été installé et fonctionne depuis le 5 décembre 2016. Donc, où que vous vous trouvez sur le territoire de la République, et même en dehors de la République, vous pouvez poser la question que vous voulez. Il y a des opérateurs qui sont là, qui vous écoutent
à tout moment, de 8h à 16h. Et vous posez n'importe quelle question. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes réunis, on s'est mis à la place du citoyen, on a imaginé tout ce qui peut être une préoccupation pour l'ensemble des citoyens. Et on a apporté des réponses juridiques à ces questions. Donc imaginez, c'est à peu près 667 questions, réponses que nous avons, disons, posées et répondues. Vous voyez, on peut arriver qu'on n'ait pas pensé à une situation. Et si on n'a pas pensé à une situation, alors automatiquement, si la question est posée, alors nous revenons pour introduire cela dans nos machines. Monsieur le directeur, trop d'Ivoiriens pensent que la justice est loin, est trop loin du citoyen lambda. Trop d'Ivoiriens, à tort ou à raison, pensent que quand on a un problème en justice et qu'il y a une intervention multiple ou d'une manière ou d'une autre, vraiment, c'est perdu d'avance parce qu'on se dit que les dés sont déjà pipés. Alors, que fait le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme pour rapprocher la justice du justiciable concrètement? Je vous remercie parce que c'est une question très importante de mon point de vue. La justice, vous le reconnaître, ressemble un peu à un bois sacré. Cela est normal compte tenu de sa mission. La mission régalienne de la justice fait que le plus souvent, les citoyens ont la regardent de distance. Et les magistrats qui sont entre griffes, le marteau et l'enclume, c'est tout à fait normal qu'ils prennent de la distance par rapport aux personnes dont ils sont amenés à apprécier les causes. Mais cela ne peut pas rester indéfiniment en cet état. C'est pourquoi le ministère de la Justice a décidé et mis en œuvre des chantiers qui lui permettent d'être le plus proche des populations. Et cela même va dans le sens de la Constitution, toujours de l'article 6, pour dire que l'État doit tout mettre en œuvre pour garantir, en tout cas pour favoriser la justice de proximité. Donc, vous allez constater, vous-même, vous l'avez vu parce que vous avez été avec nous, avec M. le garde des Sceaux sur cet chantier. Aujourd'hui, il y a des constructions qui sont en cause. Il y a le tribunal de Saint-Pedro qui est déjà prêt. Ensuite, on vient de poser la première pierre du tribunal de Pégerville. Vous voyez, Daloa également, la salle multimédia que vous avez vue. Ensuite, dans le cadre du prix d'excellence du ministère de la Justice, toutes les juridictions aujourd'hui font des journées portes ouvertes. Ça veut dire que quel que soit le citoyen, il doit avoir accès à sa justice, il ne doit pas être éloigné de la justice. Vous-même, vous le constatez, il y a monsieur le garde des Sceaux qui a institué ce qu'on appelle les jeudis du garde des Sceaux. C'est inédit, ça. Voilà, tout à fait. C'est du jamais vu. L'échange direct avec... Exactement. Il échange directement avec les populations. Pour lui poser n'importe quelle question, c'est lui-même qui répond. Sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Il n'y a pas de filtre. Absolument. C'est clair et net. Vous posez la question, comme vous l'entendez, comme vous la sentez, il vous apporte la réponse. Justement, pour dire qu'à la justice, nous n'avons rien à cacher. Très bien. Alors, parlons toujours des actions et des réalisations. On peut aller un peu plus en profondeur sur la nomenclature, le déploiement que vous comptez faire par rapport aux réalisations toujours. Tout à fait. Vous voyez, la justice, c'est l'affaire du peuple. Je vais commencer par le commencement, l'entrée même de la magistrature. Aujourd'hui, l'Institut national de formation judiciaire est en train d'être majestueusement dressé à Yamoussoukro. Mais c'est un joyau quand vous voyez ça. Vous savez que les gens ont des suites dans les idées. Ça, c'est le premier élément. L'élément, en tout cas, sur lequel il faut se fonder. Ensuite, il y a un certain nombre de juridictions qui doivent être construites. Voilà, dans certains pays. Et dans certaines localités du pays. Et donc, ces localités sont à peu près de 8 qui sont éloignées parce que vous ne pouvez pas admettre aujourd'hui qu'une personne soit à plus de 100 km du siège de la juridiction. Ça veut dire qu'il y a forcément un barrage. Et donc, le chantier est fait. Au niveau de toutes les directions, nous avons aujourd'hui un directeur des infrastructures et du matériel, de telle sorte que tout ce qui doit pouvoir se faire, ce directeur-là, qui est de l'INSTP, est donc au feu au moulin pour identifier, pour mettre en œuvre tout ce qui doit être fait. Donc, croyez-moi, nous sommes en chantier. Vous regardez par exemple la modernisation de la justice. Pour pouvoir, dans l'ancien temps, pouvoir accéder à la justice, il faut
se déplacer d'un point A à un point B. Aujourd'hui, on imagine même la possibilité de pouvoir consulter à partir de, on appelle ça, d'un poste, le programme d'activité. Donc là, vraiment, la numérisation qui entre dans le monde de la justice. Hier, ce n'était pas pensable. Mais aujourd'hui, en réalité, il faut dématérialiser tous les actes de justice. C'est très important. Alors, est-ce que les acteurs du système judiciaire de notre pays sont bien formés, notamment les magistrats? Je souris. Les magistrats sont très bien formés. Quand vous regardez comment la formation se fait, vous-même, vous êtes sûr que vous avez des magistrats de qualité. Je ne sais pas, on ne se lance pas des fleurs, mais le chat, c'est le chat. Vous regardez d'abord les intervenants, ceux qui forment les magistrats. Ce sont de hauts magistrats. Il est difficile, il est rare de voir quelqu'un qui n'a pas d'expérience, ça n'existe même pas, qui intervienne dans le domaine de la formation. Mais le fait que vous soyez formé à l'ENA et non dans une école typique à vous. Ça, il y a longtemps de cela. L'INFJ fonctionne depuis 2008. Donc, plusieurs promotions de magistrats formés à l'INFJ sont déjà en fonction. Et ceux d'avant, est-ce qu'ils se sont mis à niveau? C'est vrai qu'on était dans les locaux de l'ENA, mais c'était les magistrats qui formaient les magistrats. Vous prenez les magistrats à la Cour suprême qui viennent former leurs jeunes collègues qui viennent d'entrer. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne un exemple, c'est pas moi-même, j'ai fait l'instruction aux magistrats. Comment faire une enquête après avoir été juge d'instruction pendant plusieurs années, président des chambres d'accusation, etc. Quel secret vous ne pouvez pas léguer à vos plus jeunes collègues? Il y a un transfert de Et vous verrez, c'est comme ça à tous les niveaux. Vous prenez le siège pénal, vous prenez le siège civil, vous prenez le commercial, etc. Ce sont des magistrats d'expérience qui forment leurs collègues. Et les retours qui nous viennent de l'étranger, quand nous avons des échanges avec nos collègues de l'étranger, ils disent, mais en Côte d'Ivoire, vous avez d'excellents magistrats. Croyez-moi, madame. Voilà, c'est ce que... Le niveau est bon. Voilà, le niveau est très bon, très sincèrement. Le niveau est bon, on va encore s'introduire dans votre univers et savoir pourquoi la lenteur est toujours décriée. Qu'est-ce qui explique cela au niveau du système judiciaire? Merci beaucoup, madame. C'est vrai, on reproche la justice, on nous reproche d'être lent. Vous savez, c'est parce que à un moment donné, les citoyens ne s'intéressaient pas trop à la justice. Parce que... La faute à qui? À vous aussi? Vous étiez trop éloigné, trop fermé aussi? Non, ce n'est pas une faute, c'est la nature de la justice. C'est mystérieux. Ce n'est pas mystérieux, elle est méfiante parce que... L'austérité est inhérente à la justice? Un peu, oui. Quand vous êtes arbitre, vous êtes obligé de faire attention. Mais ceci étant, pour revenir au sujet, à la question que vous avez posée, oui, vous allez voir que la justice, à part le côté pénal, c'est l'affaire des citoyens eux-mêmes. Voilà, quand vous vous plaignez de quelqu'un et que vous l'assignez en justice, la loi exige du juge qu'il soit impartial, que le procès soit mené de manière contradictoire, c'est-à-dire que chaque personne fasse valoir en toi ses droits. Donc, celui qui a mené le procès en justice, il doit communiquer les pièces sur lesquelles il fonde sa prétention à l'adversaire. Dans ces conditions, si l'adversaire demande un délai pour pouvoir répondre, le juge a le devoir de le lui accorder. Et si l'adversaire a répondu, il a déposé des écritures, il est du droit aussi de demander de dire ah, attention, je vais répliquer. Donc, le plus souvent, et généralement d'expérience, je vous le dis, ce sont les parties elles-mêmes qui prorogent le débat juridique, le débat judiciaire. Ce n'est pas la justice. Mais, comme cela a des répercussions sur la vie de beaucoup de personnes, le législateur lui-même a pris le soin de limiter les délais. De telle sorte qu'aujourd'hui, en matière commerciale, vous avez un maximum de 3 mois. Super. Voilà, pour rendre une décision. Maximum. Maximum 3 mois. De manière exceptionnelle, la procédure peut être prolongée pour 1 mois. En ce qui concerne les autres procédures, le délai est de 6 mois maximum. Et il peut être prolongé pour un délai maximum de 1 mois en plus en cas de besoin. Si on va dans le domaine pénal, c'est encore plus court que cela. C'est un délai de 3 mois, mais le pénal est autre chose. On peut même juger en d'urgence les procédures du flagrant délit. Donc, en réalité, quand vous regardez, la justice n'est pas lente. C'est les plaideurs eux-mêmes qui sont le plus souvent lents. Et il y en a qui utilisent ce qu'on appelle les procédures dilatoires. Mais ça, ce n'est pas la justice.
quand quelqu'un a un droit, est-ce qu'il faut le lui reconnaître ou bien il ne faut pas le lui reconnaître? Il faut le lui reconnaître, mais le juge doit jouer pleinement son rôle. Mais le législateur est venu sous l'impulsion de la justice elle-même. Ces délais ne sont pas tombés du ciel. Voilà. Donc, c'est les acteurs de la justice. Je regarde et ce service qui ont regardé, qui ont vu, attention, nous sommes des arbitres, il faut limiter aussi. Il faut circonscrire. Voilà, le temps du match est déterminé à l'avance, 90 minutes. Prolongation, donc, voilà, un délai est imparti aux parties désormais d'avoir à produire tous leurs éléments. Et dans ce cas, le juge tranche. Celui qui ne produit pas, c'est qu'il n'en a pas. Voilà. Alors, monsieur le directeur, le recours systématique des juges d'instruction au mandat de dépôt, qu'est-ce qui explique et quelles solutions envisagez-vous pour y remédier? Parce que ça a été, ou je ne sais pas si c'est toujours une véritable plaie pour notre système judiciaire. Il y a toujours ce recours-là, quasi systématique au mandat de dépôt. Il y a de nombreuses personnes qui sont en prison sans jugement, on ne sait plus. Alors comment, au cours de la saison, vous avez tenté de régler ça? Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, le juge d'instruction, pour la bonne tenue de la procédure, est amené à délivrer mandat de dépôt quand cela est nécessaire. Cela a des explications. Vous savez, on est en matière pénale. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est normal parce que c'est en application de la loi, c'était en application de la loi. Donc tout ce qui est conforme à la loi est normal. C'est lorsqu'on agit en dehors de la loi que la normalité se présente. Mais ici, lorsque quelqu'un a été appréhendé, les personnes intéressées par la justice pénale, c'est pas je pèse mes mots. Voilà, c'est pas vraiment, ce sont des personnes dont le problème de représentation n'est pas garanti. Donc, quand vous appréhendez une personne à la gare d'Adjamé et que cette personne est déférée devant le procureur de la République, qui dit bon, l'affaire est complexe, je recours à un juge d'instruction. Le juge d'instruction ne sait pas où retrouver cette personne. Qu'est-ce que ce juge-là doit faire? Il dit, bon, vous restez un peu à ma disposition. Dès que la procédure est terminée, que je vous renvoie devant le juge ou bien on dit qu'il n'y a rien contre vous, alors vous êtes libéré. C'était la pratique. C'est en raison du manque de garantie de représentation. Je vais vous citer un exemple. Une année, je ne te dis pas de nom. Une année, il y a un directeur général d'une société qui était en détention et le conseil est venu voir le juge d'instruction. Il dit non, mon client offre toutes les garanties de représentation. Donc, moi-même, je me porte caution. Mais tout le monde est présumé de bonne foi. Le juge d'instruction a libéré. Vous savez ce qui s'est passé? Son passeport était déjà prêt. Donc, il n'est même pas allé chez lui. Il a quitté directement la maison d'arrêt pour l'Europe. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus mis le pied en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous êtes confronté à des problèmes comme ça de manière quotidienne, alors quelle va être votre réaction? Vous êtes juge d'instruction, vous êtes tenu par des délais. Mais ne vous en faites pas, le problème a été réglé depuis 2018. Voilà, depuis, en tout cas, le nouveau code de procédure pénale. Donc il y avait problème? Oui, il y avait problème, c'est vrai. Le recours systématique, je ne peux pas le nier, c'était la réalité. Moi, je l'ai fait en tant que juge d'instruction, parce que c'était la seule garantie pour le juge, en tout cas, de s'assurer que telle personne va... Voilà, pour valider, pour que cette personne comparaisse. Mais aujourd'hui, avec le nouveau code de procédure pénale, le problème est réglé. Il y a des délais qui sont précis, qui sont impératifs. Le juge n'y peut rien. Encore faut-il les respecter sur le terrain? Non, il n'a pas le choix. Le juge est serviteur de la loi. C'est dans le nous sommes en Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas une affaire de Côte d'Ivoire. C'est des textes établis. Voilà, ce sont les textes. Le juge il y a beaucoup de textes qui existent aussi depuis longtemps. Non, pas en matière de justice. On parle de justice. Voilà, c'est le juge qui montre le bon exemple. Quand le texte a dit, vous ne pouvez pas détenir quelqu'un plus de 6 mois, vous ne pouvez pas, sinon vous tombez dans le non-droit. Vous pouvez garantir sur ce plateau que ça ne va plus jamais arriver. Non, ça ne peut pas arriver. Bon, plus jamais, la personne humaine est infaillible, on ne sait jamais. Mais nous veillons... Dans la justice, il n'y a pas d'on ne sait jamais. Dans la justice, ça doit être vraiment comme... Oui, non, je suis d'accord avec vous. Mais il faut toujours laisser... Ça peut faire peur aux justiciables. Non. Les justiciables n'ont pas à peur. Vous rassurez. Je rassure. Vous êtes en matière délictuelle, le délai prévu par la loi est de 6 mois. Passé cela, vous pouvez vous signaler ça à qui? Dès que le délai de 6 mois arrive, je vous ai décrit le processus. 6 mois, un jour? Dès que non, pas un jour. Un jour, il est en détention illégale. 6 mois. Une heure même, il est en détention? Non, même 30 secondes. Okay. Voilà. Donc, dès que les 6 mois arrivent à expiration, le juge doit, soit il a fini le dossier, il le renvoie en jugement. Dans ce cas, le délai de 6 mois de machine, c'est devant une juridiction. Soit il demande à proroger
la détention, quand cela est nécessaire. N'oublions pas que la recherche de la vérité n'est pas aussi simple. Hein. Dans ce cas, il est obligé d'organiser un procès. Il fait venir la personne en cause devant lui, il invite le procureur de la République à être là, il invite l'avocat de la personne en cause, si elle a un avocat, pour organiser un débat, pour dire, je vais prolonger ta décision de 6 mois ou plus. Après ces 6 mois, le juge ne peut plus rien faire. Il doit obligatoirement libérer. S'il ne libère pas, alors le procureur, le président de la chambre d'instruction prononce la liberté. Monsieur le directeur, il y a 7h22 en ce 25 juin. Oui. À la MACA, il n'y a personne qui est dans ce cas-là aujourd'hui. De manière illégale, je peux certifier qu'il n'y a pas de détenu illégal. C'est dit, peut-être qu'aussi à un retour, on fera état de ce qui se passe véritablement. Oui. Voilà. En tout cas, quelqu'un qui est détenu en dehors de la loi, je ne pense pas qu'un tel individu existe. Alors, monsieur le directeur, la question qui suit, c'est sûr que ça va susciter beaucoup de passion. On reproche à la justice ivoirienne de ne pas être indépendante. Qu'en est-il réellement? Oui, vous voyez, je souris parce que... On a parlé de passion. Hein. Oui, c'est clair et net. Tout le monde est passionné autour de l'indépendance de la justice. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui en découlent. L'économie, la quiétude des citoyens. Vous savez... Le bonheur partagé même dans sa communauté. L'équité, c'est important. Quel est le professionnel qui ne rêve pas d'être indépendant dans l'exercice de ses fonctions? Pas moi en tout cas. Pas le juge. Le juge est plus jaloux que quiconque de son indépendance. Pour preuve, le ministère de la Justice, conscient de ce problème, a organisé un colloque international sur l'indépendance de la justice. Et on a invité, en tout cas, le maximum de sommités qui connaissent pour réfléchir au problème de l'indépendance de la magistrature. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une distinction à faire. Il y a le juge d'un côté et il y a le ministère public, c'est-à-dire le parquet, les procureurs de l'autre. Les procureurs ne bénéficient pas d'indépendance depuis la nuit des temps, depuis que la justice, en tout cas notre système judiciaire existe. Je ne dis pas la justice en Côte d'Ivoire, le système judiciaire, tous ceux qui pratiquent dans le monde le même système judiciaire que nous, le parquet fait partie de l'exécutif. Donc, le premier élément des éléments caractéristiques du parquet, c'est la subordination hiérarchique. Quand on parle de subordination, on ne peut pas parler d'indépendance. Mais le juge, ce qui est en cause ici, c'est le juge. Celui qui dit le droit, il dit, je décide que M. X, je vous laisse partir à la maison, M. X, je vous condamne. C'est lui qui est le juge. Il prend sa décision en exécution de la loi en toute indépendance. Les juges de Côte d'Ivoire, oui, le 25 juin, on peut le dire, sont indépendants. Absolument. Quand ils prononcent la décision, nul n'a le droit de dicter une décision à un juge. Les juges de Côte d'Ivoire, M. Daniogo, sont hermétiques à des coups de fil nocturnes ou diurnes, leur demandant de faire pencher la balance d'un côté ou... Oui. Mais le juge, c'est ce qu'il doit faire. C'est ce qu'il fait. Mais c'est ce qu'il fait. Ce ne peut pas rendre de justice. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens pensent que c'est pas fou. Oui, ça je sais qu'ils pensent comme ça. Mais je vous assure que si... raison. Oui, absolument. Si le juge n'était pas indépendant, on ne peut pas rendre des décisions de justice. Vous ne savez pas le poids qui pousse sur les épaules des juges. Vous allez voir, généralement lorsque les gens posent le problème d'indépendance, c'est par rapport au pouvoir. Bien évidemment. Oui, chaque fois que le problème d'indépendance a été posé, c'est par rapport au pouvoir. Or, l'indépendance de la justice, ce n'est même pas par rapport... Nous ne considérons même pas cela comme un problème. C'est par rapport au citoyen. Le citoyen que vous considérez comme étant vraiment le plus petit. D'accord. Il est confronté à un problème. Le premier réflexe, au lieu de chercher un avocat, au lieu de chercher à se défendre, c'est comment je peux faire pour faire pression sur le juge. Mais le juge, est-ce que je connais sa femme? Est-ce que je connais son frère? Est-ce que je connais sa maman? Est-ce que... Ça, c'est le comportement des citoyens, ça. En définitive, pour terminer, monsieur le directeur... Croyez-moi, donc le juge, s'il tenait compte de ça, vous n'allez pas avoir de décision dans ce pays. Il faut avoir confiance en nos juges en Côte d'Ivoire. Oui, absolument. Ça, je vous le certifie. On va terminer avec la surpopulation. Oui. Carcérale, justement, on en parle. Hein. Que fait le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme pour y remédier? Cette surpopulation carcérale. Je vous remercie, c'est vrai. Nous avons, surpopulation carcérale, c'est trop dire. Il y a beaucoup de détenus. C'est différent de la surpopulation. La nuance se situe. Oui, la nuance se situe en ce que on prend la globalité du territoire et on fait des divisions. Il y a 33 prisons. Quand on prenait Abidjan, il y a surpopulation.
Mais quand vous prenez n'importe quelle autre ville, et ils cherchent des prisonniers. D'accord. Donc, pourquoi pas dispatcher pour équilibrer? non, quand même, non, ce sont des personnes qui sont en prison. Imaginez un instant que quelqu'un qui a été jugé à Abidjan, condamné à Abidjan, dont les parents sont à Abidjan, vous l'envoyez à Korogo, il est nourri comment? Mais la solution, vous voyez, chaque fois le président de la République signe des décrets de grâce. Et ces décrets, à l'issue de l'exécution des décrets de grâce signés par le président de la République, vous voyez, on met 2000 personnes en liberté. Et 2000 personnes, quelques jours après, les gens viennent remplir. Ce n'est pas le juge qui remplit, c'est les populations. Donc, ce qu'il faut faire... C'est les infractions, les délits et autres. Oui, c'est très important. Ce que je souhaiterais que vous compreniez, il y a un problème à la base, c'est l'éducation. C'est de la responsabilité des parents. Il appartient à chaque père, à chaque mère, d'éduquer son enfant de telle sorte qu'il n'ait pas d'infraction à commettre. S'il n'y a pas d'infraction, le juge ne peut pas aller prendre quelqu'un pour le mettre en prison. Est-ce que vous comprenez? C'est un problème d'éducation et c'est un phénomène national. Il est inadmissible que nous ayons 20 000 détenus. Ce n'est pas le juge qui met. Parce que ce que vous oubliez, madame, il y a d'un côté quelqu'un qui est victime et de l'autre quelqu'un qui a commis une infraction. Entre celui qui a commis une infraction et la personne qui a subi les effets de cette infraction, qu'est-ce qu'il faut protéger? Il faut faire justice. Voilà, il faut faire justice, il faut protéger la victime et tenir compte de l'intérêt de celui qui a pris et celui qui a commis l'infraction. Voilà, donc ça, si ça conduit en prison, c'est pourquoi le juge ne condamne pas au maximum en tenant compte des circonstances atténuantes, en tenant compte des intérêts de toutes les parties. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je rappelle que vous êtes le directeur des affaires civiles et pénales et c'est la dernière du droit sur le plateau. Et nous aimerions offrir ce présent à monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, qui vraiment a permis à ce que des personnalités comme vous puissent venir sur le plateau. Comme on dit dans le jargon, vous avez respecté le plateau de Matin Bonheur. On a eu des spécialistes, on a eu des gens vraiment outillés qui sont venus à votre image, qui ont parlé de droit. Monsieur le ministre aussi de la Justice nous a toujours soutenus à travers des conseils, des suggestions, des critiques acerbes aussi. Et vraiment, nous aimerions à notre modeste niveau lui donner ce tawad. C'est un Matin Bonheur que Calix va vous remettre de façon solennelle. Je suis seul, mais je vais applaudir quand même pour vous. Voilà, merci Au nom donc de toute la rédaction, on vous offre ce présent-là, de la rédaction de Matin Bonheur pour tout le système judiciaire. Vraiment. Je vous remercie infiniment. Voilà, en tout cas, au nom de monsieur le garde des Sceaux, je me ferai fort de lui traduire, de lui présenter son présent, celui remettre son présent. Et je pense qu'au moment venu, il sera vous appeler. Et puis, il faut le remercier aussi pour sa manière particulière de communiquer. Très bien. C'était pas facile au début avec les réseaux sociaux, mais il maîtrise cela. C'est un grand communicateur, il faut le dire. Et il fait partie des personnalités qui suivent le programme et qui nous aident à travers des conseils. C'est innovant. Ça fait plaisir. Vous avez respecté le plateau de Matin Bonheur. Merci beaucoup. Merci, tout le respect pour vous parce que vous avez donné l'occasion aux citoyens de connaître un peu plus leur justice. Merci beaucoup. Merci.